Mes chers compatriotes, la responsabilité suprême que vous m'avez confiée exige de moi, vis-à-vis de vous, franchise, vérité et sincérité. François Hollande est obligé de quitter le pouvoir après seulement 5 ans. Vous, ça fait presque 20 ans que vous dirigez le pays. Comment vous faites pour tenir aussi longtemps? Je ne sais pas. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Dans la franchise, la vérité, la sincérité, sans oublier la bonne foi, vous suivez Décryptage, doublé de quelques coups de griffe. Nous sommes dimanche 3 septembre 2017 et je suis toujours en compagnie du premier homme dissassuisé, Bédel Baona. Bonjour. Bonjour, Sir Mokoso. Vous l'assumez aussi, Bédel Baona? Non, je ne l'assume pas. Je ne suis pas sassuise. Pas du tout. Je suis pamphlétaire. Voilà, donc. J'aime mieux l'adjectif que vous avez employé la semaine passée, cher ami. On a bien compris. Au moins, vous militez aujourd'hui pour la désassuisation. Je pense que vous devez être le premier désassuisé. Merci, en tout cas. Alors, Bédel Baona, je pense comme moi, vous avez lu Stupeur et tremblement de la Belge Amélie Nothomb, paru en 1999. Vous allez me sans doute riposter en me disant, monsieur, l'histoire se passe au Japon, nous sommes la chaîne au cœur des diasporas, donc je vais vous emmener en Afrique, Bédel Baona, au Kenya, vendredi dernier, stupeur dans la ville, ou sur la planète, quasiment tout un continent, dans la clameur, la décision de monsieur David Maraga, qui annule l'élection présidentielle du 8 août dernier, et toute l'Afrique en parle, Bédel Baona. D'abord, un commentaire. Un commentaire, si vous voulez, oui, un commentaire de ma part. Ce que je dirais, ça a été le triomphe du droit, cher ami. Oui, un tremblement, oui, si vous voulez. Et quelques observations. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation de l'Afrique, pour reprendre les termes de l'opposant Raila Odinga, justement, celui qui s'estimait lésé, oui, c'est une situation inédite. Il n'y a pas eu de précédent, en tout cas, une Cour suprême qui annule une élection présidentielle, tout en sachant que les membres souvent d'une cour constitutionnelle ou suprême sont aussi désignés par le pouvoir en place, puisqu'ils ont toutes les prérogatives qui vont dans ce sens. Et, cher ami, ça c'est une observation en tout cas. Et si vous voulez des tentatives d'analyse, nous y reviendrons, mais en tout cas pour la deuxième observation que j'allais émettre, c'est que c'est un camouflet pour l'Union africaine, du moins pour les observateurs de l'Union africaine, lesquels s'étaient empressés d'ailleurs de déclarer l'élection présidentielle kenyane libre et transparente dans leur rapport du 10 août. Ces observateurs dépêchés donc par l'Union africaine. C'est les mêmes qu'on a vus à Libreville, à Brazzaville, un peu pas partout. Oui, avaient jugé le scrutin, je cite, pacifique et transparent. Et pour justifier leur constat, pour argumenter en tout cas leur position, ces observateurs avaient écrit que l'élection avait été réalisée d'une manière pacifique et transparente et qu'elle avait permis aux citoyens d'exprimer librement leur droit démocratique au vote. Mais le problème n'est pas d'exprimer librement son vote. Quand l'on se rend dans un bureau de vote, dans l'isoloir, on est seul face au bulletin que l'on va glisser dans l'urne. Le problème, c'est que c'est justement le mot transparent. Est-ce que cette élection est-elle transparente? Est-ce qu'une même personne n'a-t-elle pas voté 10, 15, 20 fois? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas eu des morts qui ont voté? C'est ça le véritable problème. Est-ce que c'est cela qu'on peut mettre dans le terme irrégularité relevée par la Cour exactement. suprême? Et puis, l'écart entre les deux concurrents, entre le président sortant Kenyatta Uhuru et Raila Odinga, était tel que l'on soupçonnait quelque chose. 1,5 million, hein, à peu près, oui, environ. Quelques 1,5 million voix de différence dans une élection comme le Kenya, où
où les deux prétendants étaient presque au coude à coude dans les sondages, cela me paraissait en tout cas être énorme. Mais voilà. Alors, passons maintenant à l'analyse. Qui explique cette clameur, en fait, qu'on a quasiment senti sur tout un continent, exprimée par la blogosphère, Internet et les réseaux sociaux? Exactement. Mais pour expliquer la clameur, c'est qu'il n'y a que, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, c'est que c'est une situation inédite. C'est que jamais cela ne s'est déjà passé en Afrique, je crois en tout cas. Nous avons cherché, j'ai vérifié moi-même aussi, j'ai fouillé les archives, rien. En tout cas, je crois que c'était une grande première en Afrique. Dans les pays, on voit la démocratisation. Et c'est ce qui explique, je crois, cette clameur. Bon, maintenant, du côté de la Cour suprême, qu'est-ce qui a motivé cette décision? Je crois qu'il faut, on peut pas, nous ne pouvons pas faire une analyse définitive, globale, ou plutôt des tentatives d'analyse. On peut déjà considérer que le Kenya est un pays anglophone et que dans la majorité des pays anglophones, le processus de démocratisation de leur société, de leur pays, va de l'avant. Le Malawi, le Botswana, le Ghana, le Nigeria. Même si ici ou là, il y a des lacunes, il y a des failles. Bien, ça c'est déjà un premier point. Un deuxième point aussi, c'est le pays de Barack Obama. Et oui, et il ne vous a pas échappé qu'il y a, que hormis les observateurs de l'Union africaine, il y a eu aussi les observateurs de Centre Carter, oui, emmenés par l'ancien secrétaire d'État, John Kerry. Ça aussi, c'était un point important. Est-ce qu'ont-ils contribué à l'annulation de cette élection passée? Je n'en sais rien. Ils étaient réticents, hein. Ils n'étaient pas aussi enthousiastes. Réticents, eux, n'ont pas employé des adjectifs du registre subjectif, par exemple. Ils n'ont pas dit que l'élection a été transparente. Non, ils ont juste dit qu'il y a un engouement indéniable de la part des Kenyans d'exprimer leur vote. Point barre. Ils ne sont pas allés loin. Il vous suffit d'ailleurs, je suivais le discours ou bien l'intervention de John Kerry sur CNN. On peut aussi l'analyser en prenant par exemple l'attitude ou le comportement du président élu ou bien sortant. Uhuru Kenyatta. Que s'est-il passé? Il a été fair play quand même. Fair play tout en sachant que c'est lui, que c'est le président qui nomme ou par décret ou les membres de la Cour ici, c'est une prérogative de ses prérogatives. Oui. Il aurait bien pu aussi refuser cette décision ou bien contraindre même les membres de la Cour à ne pas la prononcer. Et là, il aurait été un grand voyou, un dictateur. Mais non, surprise, il a été fair play, il a accepté. Maintenant, comment l'analyser? Sans doute y a-t-il eu des pressions pour éviter un nouveau bain de sang. On lui a dit, écoutez, M. Raila Odinga, après tout, il a 72 ans. Donc il joue son va-tout. C'est sa dernière élection présidentielle. Il ne sera plus candidat à 80 ans ou 79 ans. Il n'y a qu'au Congo pour cela. Ça, nous y reviendrons. Ouais, bon, Mugabe, c'est autre chose. Mugabe est un cas à part. Oui. Donc il joue son va-tout. Bon, maintenant, comment priver M. Raila Odinga d'arguments la prochaine fois, ou bien bientôt, c'est de retourner aux élections et on sait, vu l'écart, il sera battu. Ils ont 60 jours pour les organiser. Ouais, donc fin octobre, oui, à peu près. Donc M. Raila Odinga ne pourra pas battre. Donc on lui prive des arguments comment dirais-je, d'emmener le pays à la guerre civile. Parce qu'il sera battu de toute façon. Si on reprend les mêmes et on recommence, je ne vois pas comment est-ce que Raila Odinga pourra gagner. Je ne vois pas. Il sera battu. Donc, à partir de ces éléments, peut-être, on a fait comprendre à Kenyatta qu'il fallait retourner immédiatement aux élections. En dépit des coûts, parce que ça nécessite des coûts justement. Il faudra remobiliser les observateurs. Donc, je crois que cela a participé de ce fair play dont a fait preuve justement M. Uhuru Kenyatta. Donc, je crois que c'est ça. Il faut priver Raila Odinga, et c'est à double tranchant pour Raila Odinga justement. Parce que s'il ne gagne pas, il ne pourra plus s'exprimer. Il ne pourra plus inciter ses partisans à la révolte, au bain de sang. Mais est-ce que cette décision donne du punch aux oppositions africaines?
Ah oui, mais chacun le sait que les cours suprêmes ou bien les cours constitutionnels sont peuplés de membres en acquaintance avec le pouvoir, plus ou moins. Mais c'est le problème de l'élite africaine, justement. Beaucoup de pays qui comptent en leur sein une élite qui dépend directement des hommes politiques qui sont en acquaintance. Le cas du Congo est pathétique. On a bien vu un procureur de la République, en l'occurrence M. Okungakala, être à la fois magistrat, qui est censé dire le droit, rien que le droit, mais en même temps militant politique. Militant, et cela, justement, comment dirais-je, torpille même l'essence même du droit. Mais là, au Kenya, on vient d'assister au triomphe du droit, et il faut dire bravo. Bon, si les oppositions africaines, ou bien pas les oppositions africaines, mais plutôt l'élite africaine, les juristes congolais, les juristes gabonais, les juristes de la RDC, les juristes du Gabon, peuvent s'inspirer de cette décision librement donnée, je crois, hein, il faut vraiment l'espérer, alors là, oui. Alors, M. Baouna, vous parlez de l'élite, vous connaissez hein, mon admiration terrible, passion à l'oxymore, de l'élite africaine et surtout congolaise, puisque vous avez là des grands noms comme Augustin Loki ou des grands noms comme Placide Lenga, comme Monsieur Modoudou Placide ou encore Monsieur Lenga, qui aujourd'hui aussi disent le droit au nom des Congolais. Je vois que vous êtes fiers des Kenyans, mais il y a aussi au Congo des gens qui aujourd'hui s'expriment librement et qui disent le droit tel que devrait le faire. Non, ils ne disent pas le droit librement. Ils ne disent pas le droit au nom du peuple congolais. Ils disent le droit au nom de Sassou. Donc, c'est là où est toute la différence, cher ami. Monsieur David Maraga, lui, a fait honneur au droit en le disant au nom du peuple kenyan. Non, écoutez, nous avons constaté ça, donc nous ne pouvons pas suivre les observations ou bien le rapport de l'Union africaine. Nous disons le droit. Ils l'ont dit le droit. Au contraire, des gens dont vous avez cité le nom, qui me paraissent, qui sont plus ou moins favoritistes et puis complaisants envers le pouvoir qui les a nommés. Vous savez, quand un juge est corrompu, et voire même aussi de l'autre côté un prêtre est corrompu, c'est tout le pays qui va mal. Rien ne peut plus fonctionner. Et l'économie aussi est par terre. Parce qu'il peut y avoir des détournements de fonds, le juge ne pourra pas l'interpeller ou bien le mettre en examen. Tout comme le prêtre ne pourra pas dénoncer l'immoralité de l'acte. Vous savez, je connais, juste pour vous donner un exemple. Allez-y. Je connais un juge congolais et un prêtre congolais, un curé qui joue au tiercé, aux courses de chevaux. Bon, comment imaginez un prêtre? Parce que je le connais. Oui, il m'appelait, il y fut un temps où il m'appelait, tiens, est-ce que tu peux me jouer cette combinaison? Un prêtre déjà qui joue au tiercé. Et s'il gagne, rarement. Tout comme un magistrat qui joue déjà aux courses de chevaux, c'est que, loin de moi, l'idée de dire que ceux qui jouent aux courses de chevaux sont des corrompus, non. Mais enfin, un curé qui va aller jouer aux courses de chevaux, cela signifie qu'il est obsédé par l'argent, par la manne, par l'argent facile, tout comme un juge. Donc c'est que si le pouvoir en place lui donne des millions, il ne pourra pas dire le droit. C'est ça tout le problème. C'est la corruption, c'est les accointances entre l'élite, entre les intellectuels et la politique. Or, quand on sait que quand un intellectuel va en politique, c'est pour se fourvoyer, c'est pour se compromettre, parce que la politique est le domaine de la compromission. Il y a, cela dit, au Congo, il y a des gens brillants qui peuvent dire le droit librement, mais comme ils se sont fourvoyés en politique. Je peux citer ici même M. Benjamin Boumakani, par exemple. Oui. D'aucuns estiment que c'est un brillant juriste, mais qui ne s'est jamais exprimé parce qu'il s'est fourvoyé en politique. Parce qu'il est compromis en politique. Du coup, il ne peut pas émerger. Et il ne peut pas faire ce pourquoi il a suivi une carrière, un cursus. Ce pourquoi il s'est construit. Il ne peut pas. Un Benjamin Boumakani, oui. Ses amis, je ne le connais pas personnellement, mais en tout cas ceux qui le connaissent disent que oui, c'est un gars qui aurait fait un bon président de la Cour constitutionnelle s'il avait été, un tant soit peu, une forte personnalité. Mais comme il adore aussi le politique, tout au Congo dépend de la politique. Les écrivains dépendent de la politique. Un critique littéraire, nous l'avons évoqué ici. Ils écrivent des critiques littéraires complaisants parce qu'un tel ministre, un préfet a écrit un livre, voilà, il écrit alors que c'est du bidon. Mais c'est ça, justement.
Ils ne peuvent pas, ils ne sont pas libres. Parce que quand on va en politique, il faut s'attendre à cette forme d'aliénation. On peut aujourd'hui railler des juristes congolais, puisque... Mais du coup, il n'y en a plus, ce sont éteints. Ils se sont auto-éteints eux-mêmes, parce qu'ils sont fourvoyants en politique. Ils sont admiratifs à la décision kenyane. Mais ils sont, oui. Je crois qu'il y a un certain M. Sir Makosso, j'ai vu sur les réseaux sociaux, samedi, qui a balancé un truc comme quoi que Monsieur Placide Elenga s'était satisfait, avait balancé un satisfait à son homologue David Maraga. C'était un fake news, mais voilà, ok, fake news, oui. Il y a des gens qui l'ont mais cette moquerie-là, ou bien si vous voulez, ce canular, a ceci d'important qu'il démontre justement, c'est que la qualité des intellectuels au Congo. Bon, j'emploie ce mot-là juste parce que je n'ai pas d'autres termes, mais puisque moi je considère qu'il n'y a pas assez d'intellectuels au Congo. Donc voilà pourquoi je dis, mais c'est ça justement la qualité. Quand un pays est privé d'intellectuels, c'est un pays mort, un pays aux mains des vautours. Je crois que c'est Napoléon qui le disait, ou bien un philosophe. Or que l'intellectuel est là pour éclairer et pour dénoncer et pour s'impliquer dans une cause. Mais hélas, ce n'est pas le cas du Congo, puisque tout le monde dépend de Sassou. Il faut qu'il ait un 4x4, il faut qu'il ait une maison climatisée. Le salaire, ils ne peuvent pas vivre de leur salaire. Donc ils sont obligés de jouer au tiercé, ou bien, voilà, de courber les chines. Enfin, en espérant qu'avec l'arrivée du FMI au Congo, les magistrats et autres ne joueront pas au tiercé, mais resteront à leur poste afin de répondre aux questions. Restons toujours au Congo. Le FMI va prendre ses quartiers en début de semaine à Brazzaville, Bédel-Baona. Quels enjeux? Les enjeux, je ne sais pas s'il y a des enjeux énormes, mais on peut en dégager deux. Par exemple, c'est que le Congo, comme l'a écrit si brillamment le professeur Emmanuel Okamba, que nous connaissons ici sur Ziana TV, c'est que le Congo peut réussir ou bien peut chercher à obtenir une remise de la dette. Par exemple, sous la forme d'une nouvelle initiative PPTE, tout en sachant que le Congo a déjà accédé au statut de PPTE, donc de pays pauvre très endetté, ou bien obtenir, par exemple, des prêts concessionnels du FMI, moyennant des taux préférentiels, donc des taux acceptables, pour ne pas dire. Mais sinon, à défaut, le pays sera exposé à l'invasion des fonds vautours, des fonds d'investissement privés. Vous savez, ces fameux fonds qui rachètent une dette à bas prix et puis qui vous contraignent par les moyens juridiques de la rembourser. Et ça, c'est ça, oui, il n'y a que deux enjeux. Avec des taux d'intérêt. Oui, il n'y a que deux enjeux. Mais je ne sais pas si ça va marcher. Vous savez, M. Sassou est un multirécidiviste. Parce que c'est pour la troisième fois qu'il se présente au FMI, et pour les mêmes raisons. Mais pourquoi seulement lui? Mais pourquoi pas les autres? Il y a d'autres gangsters qui dirigent les pays africains. Au Gabon, le Cameroun y est retourné seulement après 35 ans. Or, le Congo, il y a 8 ans, il était au FMI déjà. Il y a 8 ans. Donc, c'est qu'il y a un problème. Il y a un problème de malgouvernance. Il y a un problème de vol. Il y a un problème de pillage. Je peux vous livrer même une info. C'est que le FMI a envoyé une lettre de menace à Calix Ganogo. À lui intimant l'ordre de dire la vérité. Rien que toute la vérité. Donc le FMI soupçonne encore quelque chose. Mais ils ne peuvent que soupçonner. Mais déjà, et je peux vous donner une autre information, venant de quelqu'un qui est très, très proche du pouvoir, c'est que dans un paradis fiscal, dans une île quelque part, ils auraient découvert des montages fumeux, et fumants même, que la dette finalement congolaise ne se leverait pas à 120%, mais plutôt à plus de 200%. D'après ce qu'ils ont découvert cette semaine encore, en préparation à ces négociations. Mais comment voulez-vous que celui qui est en face de vous puisse vous accorder quelques onces de crédit si vous cachez encore ici ou là? On est en train de se moquer de M. Sassou, qui ne dit pas la vérité. Il n'a jamais dit la vérité. Enfin, Bédel-Baona n'a jamais dit la vérité. Il a bien dit pendant la campagne. Bédel-Baona, vous l'avez écouté pendant la campagne? Oui, pendant la campagne, quand il prononce cette fameuse phrase d'ailleurs, cette allitération, passez-moi aussi cette figure de style, comme vous avez commencé par une figure de style, il disait, M. Sassou,
dans une interview sur Africa 24, je crois, Oui, en face de Babylone, comment ça s'appelle Babylas. Babylas. Monsieur Sassou qui répond. Nous sommes en janvier ou février 2016. En mars 2016, à quelques jours de l'élection présidentielle. Tout à fait. Et il dit que, monsieur Sassou, ne pas compromettre l'essentiel, c'est permettre toujours la marche de l'État. Monsieur Sassou. Et il dit d'ajouter qu'il n'y a pas trop d'endettement parce que le Congo est un pays pauvre, très endetté. Un statut auquel il avait accédé il y a à peine 8 ans. Et là, quelques mois plus tard, le 14 août, il l'aveu. L'aveu. Il le dit lui-même que oui, l'économie est malade. Bon, chez lui, il emploie toujours des figures de style. Quel catacrèse d'ailleurs. Bon, il adore les figures de style désormais. Et voilà, c'est lui, c'est Sassou. Mais bon. On va l'écouter puisque vous renvoyez à des documents. On va l'écouter et après, vous reprendrez la parole. Le pétrole, c'est quand même 80% du budget de votre pays. Actuellement, le prix du baril est au plus bas. Quelle est la situation économique réelle de votre pays? Bon, la situation économique du pays subit les contre-coups du prix du baril du pétrole, cela va sans dire. Mais nous tentons d'ajuster nos budgets et nous tentons de prendre des mesures qui sont en rapport avec les recettes actuelles de l'État sans compromettre l'essentiel. Ne pas compromettre l'essentiel, c'est permettre toujours la marche de l'État. Permettre le paiement régulier des salaires des agents de l'État. Le spectateur, il s'appelle Aline Gosso, il dit nous autres jeunes avons peur pour notre avenir car trop d'endettement sous prétexte qu'on veut ériger des infrastructures. C'est une question qui pose le problème de l'endettement. Il n'y a pas trop d'endettement. Le Congo a d'abord déjà réussi à renégocier sa dette et atteint l'objectif des pays pauvres très endettés, PPTE, avec l'annulation d'une partie de la dette et le réaménagement de l'autre. Et en ce moment, de façon rigoureuse, nous suivons l'endettement du pays et on n'emprunte pas à n'importe quelle condition. Donc cette personne-là peut se tranquilliser et les équilibres financiers et macroéconomiques de notre pays sont surveillés par nous-mêmes et aussi par nos partenaires depuis que nous avons négocié et obtenu atteint le niveau d'achèvement de l'initiative PPTE. Donc elle peut se tranquilliser, cette personne. Alors, Bédel Baouna, est-ce que, en écoutant ce propos, vous êtes convaincu qu'il a menti ou bien il n'avait pas toutes les données afin de donner des éléments, puisque désormais il dit c'est dans la sincérité, la vérité, la bonne foi et, je dirais encore, vous compléterez peut-être votre objectif. Mais, Monsieur Makosso, nous n'allons pas revenir sur les causes conjoncturelles de cette dette, de la faillite du Congo. On le sait. Il ressasse à qui mieux que c'est la baisse du prix du baril du pétrole. Voilà, donc le Congo subit, comment dirais-je, les contre-coups de cette baisse-là du prix du baril. Ce n'est pas la question. Pourquoi, avec tout l'argent qu'ils ont eu, ils n'ont pas tenté de diversifier l'économie? Enfin, si, ils ont tenté, hein, en construisant les routes de 2 mètres. Parce que le chargé des grands travaux, comme il est énorme aussi, lui, il a toujours dit que construire des routes, des infrastructures, les grands travaux, c'est donner de l'emploi. Non, ils auraient dû diversifier l'économie. Ils auraient dû. On a le Mangungu Clé ici qui nous a quittés récemment. Dans les années 80, il composait une chanson titrée Tokanisa après pétrole. Nous sommes en 1984 ou 85. C'est Mangungu Clé. À l'époque où il était, quand il est devenu griot du PCT. Mais il l'avait bien dit. Que Tokanisa après pétrole. Et 32 ans après,
Où en sommes-nous? Sassou était déjà président. Il était déjà président, Sassou. Il faut le Mais préciser. oui, c'est Mangongo Clé qui le chante d'ailleurs. J'ai retrouvé la chanson, Tokanissa après pétrole. On n'a pas diversifié. Et l'argent a été volé, pillé. Les Mindélé, les négociateurs du FMI savent où se trouve l'argent du Congo. Ils le savent. L'argent du Congo est caché ici ou là. Il suffit de le rapatrier, dire, bon, écoutez, ça suffit, on ne peut plus vous prêter, nous reprenons l'argent, nous rendrons cet argent aux Congolais. Voilà. Mais pourquoi ne le font-ils pas? Donc vous suggérez au FMI, peut-être que la délégation nous entendra, de pouvoir imposer aux autorités congolaises d'aller chercher l'argent où il est caché. Mais ils le savent. Mais de toute façon, le FMI n'est pas une institution politique, c'est une institution internationale financière, voilà, qui vient à la rescousse des États presque en faillite ou bien en difficulté. Voilà, donc le FMI n'a pas à s'occuper de la situation politique. Mais on sait pertinemment que de la stabilité, de la bonne gouvernance d'un État dépend aussi la santé économique de ce même État, cher ami. Alors, Béné Baouna, une chose curieuse. Quand le Congo a accédé en fait au PPTE, il y avait un homme, c'était Dominique Strauss-Kahn. Oui. Aujourd'hui, le Congo est en difficulté, il y a toujours un homme qui conseille le Congo, c'est DSK, Béné Baouna. Oui, alors où le problème? Enfin, vous avez Moi, ça entendu me gêne certains pas. Congolais mais ils normal. les Congolais, ils font ce qu'ils veulent. Oui. Sur les réseaux sociaux et Internet, et les railleries sont allées bon train. Ils ont raillé Dominique Strauss-Kahn. Mais c'est oublier une chose, que Dominique Strauss-Kahn est un homme d'affaires, pour ne pas dire un affairiste. Dominique Strauss-Kahn, les gens estiment qu'il a de l'expertise. On l'appelle, il sera payé. Où le problème? Donc, comme il a été payé aussi quand il a pour pu le accéder- PPTE, oui, c'est sûr qu'il avait été aussi payé pour faire accéder le Congo au statut de PPTE. Donc là, c'est lui qui va conseiller le Congo, enfin, pour ne pas dire... il connaît bien la maison. connaît bien la maison. Oui. Je ne vois pas pourquoi on lui fait un procès aussi caustique. Un procès à charge. Il a été appelé. Ou bien il a montré ses compétences. Donc, il sera payé, il fait son boulot. Si, par exemple, comment dirais-je, le ministre de la Communication et des Médias du Congo-Brazzaville, Thierry Mungala, un jour... Si vous l'appelez plus Arnolphe. C'est Arnolphe Thierry Mungala. Si un jour l'envie le prenait d'avoir l'expertise de M. Cyr Makosso, pour essayer un peu de donner un nouveau souffle au journalisme congolais, et que M. Makosso y aille, je ne vois pas pourquoi les gens lui feraient un C'est vrai qu'il est ingérisé. Chez moi, tout travail mérite salaire. Oui. Quand quelqu'un a travaillé, il faut le payer. Et toute paye mérite un travail et doit découler d'un travail. Voilà. Monsieur Dominique Strauss-Kahn, il a été contacté, on l'a convaincu du bien fondé de ces négociations. Pour le Congo, il sera payé. Donc, je ne vois pas pourquoi on s'en prendrait à lui. Il faut s'en prendre à celui qui a conduit le Congo dans ce gouffre-là, dans ce chaos-là. En l'occurrence, le mafieux, M. Denis Sassou Nguesso. Le mafieux Denis Sassou Nguesso, Bédiel Baouna, c'est un peu trop dit, puisque vous l'avez déjà raillé, vous le raillez tout le temps ici. On a suivi aussi sur les réseaux sociaux les Congolais qui ont raillé le président, puisqu'il n'était pas invité à la salle Saint-Cloud lors de ce fameux mini-sommet sur la Libye. Mais Bédiel Baouna, je vous rappelle que Denis Sassou Nguesso, c'est un grand de l'Afrique, puisqu'il est le président du Haut Comité, non, le Comité du Haut Niveau, pardon, parce que c'est un titre assez pompeux, donc ce sont parfois Comité du Haut Niveau de l'Union africaine pour la Libye, mais lui aussi, il va convoquer à Brazzaville, va se tenir le 9 septembre prochain, un sommet sur la Libye. Vous voyez que finalement, il a toujours la main sur la diplomatie, et je vais peut-être vous informer, Bédiel Baouna, que votre ami, M. Macron, votre, je dirais, ami aussi, Mme Merkel, et tous vos grands frères Issoufou et Déby, seront à Brazzaville afin de pouvoir parler de la Libye autour de vous. Vous rigolez, Bédiel Baouna. C'est son rêve le plus absolu. Mais ce serait alors, pas vous imaginez, la main à Denis Sassou Nguesso sur la Libye. Vous racontez des histoires. Enfin, des histoires, Bédiel Baouna, la chose est officielle. Vous racontez beaucoup d'histoires. Vous savez, l'équipe de Metz occupe la 20e place de classement de Ligue 1. Donc, si vous comparez, oui, vous pouvez comparer le Congo à l'équipe de Metz. Donc, ça explique cela. Ça explique votre question. Ça, je vous le dis. Bon. Ah oui. Bon, écoutez, c'est une diversion, M. Makosso. C'est une diversion. De se faire important. Voilà, c'est tout. Et de montrer que lui,
malgré la présence des agents ou bien des hommes et des femmes du FMI à Brazzaville dans la même semaine, lui, Sassou, il pense à la Libye, à la crise libyenne. Mais le Congo ne connaît pas une crise. Le Congo traverse, est dans un chaos multiforme, dont il est incapable même de se relever. Lui-même, M. Sassou, il n'arrive plus à faire, il ne maîtrise plus rien. Il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il ne sait plus. Et même si les négociations avec le FMI aboutissent, il n'y aura rien. Ce sera le statu quo. Mais vous êtes souvent, parce que je l'ai dit que cet argent, si le FMI prête au Congo, cet argent servira à rembourser quelques créances. Bon, il peut toujours se réduire, se satisfaire de ce que l'affaire qu'il oppose à la société comme CIPEX est connu un rebondissement. Pour revenir au sommet que M. Sassou s'apprête à organiser à Brazzaville le 9 septembre, non, franchement, je trouve que ça, c'est un éparpillement inutile. C'est d'une sottise, mais c'est une foutaise, mais indélébile. Je vous le dis, M. Makosso, ça ne résoudra pas les problèmes du Congo. Enfin, là, on parle de la Libye. Là, on parle de la Libye. Son ministre des Affaires étrangères, M. Jean-Claude Ngagoso, il était à Tunis pour aller convaincre le président Kaïd Essebsi de se rendre à Brazzaville, dont acte. Mais est-ce qu'il sera là? Mais vous savez, le fait de faire venir toutes ces délégations coûte cher. La sécurité, les hôtels, la restauration, tout ça, les avions, mais ça coûte cher. Mais au moment où ils sont à la recherche des sous, des fonds, voilà que M. Sassou, qui s'éparpille déjà. Mais c'est une façon de sortir déjà l'argent aussi du trésor public, alors qu'il n'y en a pas. Dit déjà que lui-même, M. Sassou, ai-je appris, par mois, il préleverait 20 milliards de francs CFA. C'est pour le fonctionnement des institutions, mais non, pour son fonctionnement personnel, pour la présidence, pour sa sécurité. 30 millions d'euros par mois pour le fonctionnement de sa présidence. Déjà. Est-ce que vous pourrez comparer avec le budget de l'Élysée? Attendez, non, cet homme est inqualifiable. Il devient de plus en plus inqualifiable. Ou bien de moins en moins, pardon, inqualifiable. Mais c'est à faire rire, M. Makosso. Oui, mais enfin, Bédel Baounos. C'est à faire rire. Oui. C'est à faire rire. Il va organiser sa conférence. Bon, mais qui sera là? Est-ce que les protagonistes libyens seront là? Idriss Déby sera là. Ah, ça c'est pas sûr. Il est convié, même tout comme les Macron, les tout Merkel. Convié, en tout cas, Sassou. En tout cas, les protagonistes libyens aussi seront là. Là, réussirait un grand coup de com'. Oui. Alors là, il sera de nouveau de retour, M. Sassou. Enfin, on verra au prochain décryptage, je pense qu'on en reparlera. Mais le 9 septembre, je crois que c'est samedi prochain. Je crois. Mais nous verrons. Nous verrons bien dans le prochain décryptage si la photo de famille comporte Emmanuel Macron, Angela Merkel, Idriss Déby ou Youssoufou. Voilà. Mais je crois que l'une des raisons pour lesquelles M. Sassou a insisté sur la venue d'Idriss Déby et de Youssoufou, c'est que c'est pour leur poser la question de savoir ce que c'est dit sur lui à Paris. Vous savez, récemment, les deux sous-nommés étaient à Paris. Tout à fait. Aux côtés d'Angela Merkel et d'Emmanuel Macron pour parler non pas de la crise libyenne, mais de la crise migratoire, en fait, bon, qui n'est que le corollaire de la crise libyenne. Mais chaque fois qu'il y a une réunion de chefs d'État africains quelque part à laquelle M. Sassou n'est pas convié, son souci, c'est de savoir ce qui s'est dit. Et là, il paye même des millions pour avoir des infos. Donc, si M. Sassou a insisté pour que Idriss Déby et Youssoufou aillent à Brazza, c'est que c'est pour leur demander qu'est-ce qui s'est dit en coulisses, sur moi, sur le Congo. C'est tout.
c'est rien d'autre. Donc, ce n'est qu'un prétexte sur la question libyenne, cher ami. Il n'a pas les moyens de résoudre la crise libyenne. Il n'a résolu aucune crise, M. Sassou. Même pour la RCA, il a été écrié. Voilà. Au moins vous reconnaissez qu'il a été un acteur majeur pour la RCA. Même pour le pool, il a été incapable de résoudre le problème du pool chez lui. Il a déjà intimé l'ordre à Clément Mwamba d'ouvrir le CFCO. C'est l'incurie personnifiée, votre papa, M. Sassou. Oui, mais on lui pose la question. Ça, je ne sais pas. Je pense que c'est la vie. Bon, voilà, enfin, il dira toujours ça, je ne sais pas. Je pense que c'est la vie. Voilà, donc il dira ça. C'est tout. Mais arrêtez de perdre votre temps sur M. Sassou. Il est fini, il n'est rien maintenant désormais au Congo. Il appartient aux Congolais de se soulever, de le virer avec sa bande mafieuse. Voilà, c'est tout, cher ami. Enfin, Bédial Baouna, si pour vous, ça c'est une perte de temps, il y a un homme qui va nous faire gagner du temps, c'est M. Kémy Séba. C'est une grande figure aujourd'hui de la lutte africaine, notamment sur les questions monétaires liées au franc CFA. Vous le savez, Bédial Baouna, cette monnaie, selon beaucoup d'observateurs, est en train d'avilir et contribue au sous-développement. Vous accusez Sassou, mais aussi le franc CFA, en fait, qui cause le sous-développement de l'Afrique. Et Kémy Séba a été arrêté et puis libéré. Cela aussi a causé, en fait, sur le plan, je dirais, de la blogosphère, énormément de réactions favorables souvent, mais je saurais que vous, souvent, toujours peu favorable à des grandes initiatives africaines, vous allez peut-être nous donner votre avis, Bédial Baouna, sur cette action aujourd'hui, sur ce combat pour les Africains afin de sortir du franc CFA. Vous savez, sur cette terre, il y a des gens, quand ils sont oisifs, quand ils sont intellectuellement ménopausés, ou philosophiquement désertiques, ils inventent des combats mineurs comme ça, accessoires. Enfin, des combats mineurs, Bédial Baouna, le franc CFA. Oui, allons-y, le franc CFA. Nous l'avons déjà évoqué ici dans un des décryptages. C'est vrai. Monsieur Makosso, la lutte pour ou contre le franc CFA est une question accessoire, mineure, et voire même superfétatoire, cher ami. D'ailleurs, lors de la récente visite d'Alassane Ouattara à l'Élysée, la semaine écoulée, il lui a répondu. Il a dit que le franc CFA rend service au peuple africain. Enfin, Monsieur Makosso, oui, allez-y. Le franc CFA n'est pas le problème. Non. Moi, je veux bien que l'on discute de la parité franc CFA, sur le taux de parité franc CFA euro. Là, on peut en discuter. Mais qu'on ne me dise pas que le franc CFA, c'est une monnaie avilisante ou bien du néocolonialisme, je ne sais pas quoi, qui relève du néocolonialisme. Non. C'est un mensonge éhonté, cher ami. C'est un combat inutile, et voire même indécent. Vous savez, le vrai combat n'est pas là. Le combat, c'est la corruption. Juste préféré que M. Séba ou Séba. Maintenant, ce combat-là, M. Kémy Séba. Maintenant, ce combat-là de la lutte contre la corruption. Tant qu'il y aura de la corruption en Afrique, cher ami, ça ne marchera pas. Vous pourriez inventer toutes les monnaies que vous voudriez. Ceci, c'est la Banque centrale, c'est la France qui nous colonise. Mais arrêtez-moi ça, c'est la corruption. Créez une monnaie, par exemple, au Congo, qui sera dénommée un franc Sassou ou bien Sassou. Enfin, Sansou ou Sassou. Ou Sansou ou Sassou. Bon, on pourra l'appeler Sansou, ou Soussa, ou bien Ochombe, comme, voilà. Donnez-le. Oui, ou au front. Ils vont s'empiffrer davantage. Cher ami, ça ne résoudra pas le problème. Le problème, le cancer, cher ami, le mal terrible dont souffre l'Afrique, c'est la corruption, cher ami. C'est le seul problème qui vaille la peine. Donc on peut continuer à gaver le trésor public français. Mais ça c'est une autre question, cher ami. Ça sont des questions, comment dirais-je, inhérentes à la viabilité de cette monnaie-là. Nous n'étions pas là. Et il y a des spécialistes de la monnaie qui pourraient nous en parler. Mais il y a des pays qui utilisent le franc CFA qui vont de l'avant. La Côte d'Ivoire, en 2016, elle a exporté pour 2632 millions de dollars la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi ça marche en Côte d'Ivoire ou au Bénin et pourquoi ça ne marche pas au Congo? C'est ça, cher ami. Donc ce n'est pas un problème de monnaie. C'est un problème de mentalité, c'est un problème de culture. Tant que le Congolais, le Gabonais ou le Centrafricain seront corrompus jusqu'aux os, vous pourriez leur donner
la monnaie européenne, américaine, japonaise, ou bien d'Oyo, ça ne marchera pas. Donc, il ne faut pas divertir les gens avec monsieur, je ne sais pas comment il s'appelle, ou Seba, ou c'est un digne fils de l'Afrique, mais comme on en a plus ces derniers temps, il se trompe de combat, il a voulu se faire important. Mais vous avez quand même vu comment je crois qu'il a réussi. Il a mobilisé qui? Il a mobilisé Obambenga Kosso là-bas à Brazzaville, c'est tout. Il a mobilisé qui? Obambenga Kosso, vous avez vu aussi que Brazzaville est rentré dans ce combat par peut-être Gladys Mendouli, la dame qui a répondu à Claudia, là, elle aussi, puisqu'elle milite pour l'annulation ou bien la disparition du franc CFA. C'est peut-être ça aussi, oui. Oui, c'est ça, oui. Oui, oui, mais c'est un combat bête, idiot, stupide. Il faut batailler contre la corruption. Tu vois, incarcérer les bouillards, les ondongo, les voleurs. Voilà, là, nous parlions tout à l'heure dans notre premier sujet du juge. Alors, ils sont impliqués dans des scandales financiers à l'étranger. Pourquoi n'ont-ils pas été convoqués par un magistrat local, par ceci ou cela? Rien. Pourquoi n'y a-t-il pas eu un livre d'un philosophe, d'un sociologue, d'un critique? Rien. Voilà le vrai combat. C'est la lutte contre la corruption, point barre. Le franc CFA, cher ami, nous allons y perdre notre temps pour rien. Alors, c'est un combat... Gagnons du temps, parce que je vois qu'aujourd'hui, vous avez besoin de gagner du temps. On va gagner du temps, Bédel Baonam. Oui. Parlons maintenant du Conseil présidentiel pour l'Afrique. On reste sur l'Afrique. Alors, votre ami Macron, je sais qu'ici, vous aviez quasiment prédit sa victoire, vous avez aussi prédit la défaite de M. Fillon, vous avez quasiment, je dirais, fait ces élections et vous voyez déjà Macron à l'Élysée. Or, aujourd'hui, il est en train, je dirais, de révolutionner, en fait, les relations France-africaines, Bédel Baona, en mettant en place un conseil présidentiel pour l'Afrique. Alors, une chose curieuse, on retrouve à la tête, sinon dans l'ordre qui nous a été donné par rapport à cette liste de Béninois, Bédel Baona. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire quoi? Que justement, si la maman ou le père est un bon éducateur, les enfants méritent d'être récompensés. Ils sont originaires du Bénin. Le Bénin, aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, voire même en Afrique francophone, a pris la tête de peloton des pays qui vont irrémédiablement et inéluctablement vers la démocratie. Oui, le Bénin. Et d'ailleurs, M. Patrice Talon, il a bien dit que je ne ferai qu'un mandat, je m'en irai. Enfin, on va voir, Bédel. Voilà, bon, ça, on va voir. Donc, ce n'est que tout à fait normal qu'il y ait des Béninois à la tête de ce conseil présidentiel pour l'Afrique. Mais il n'y a pas que des Béninois, cher ami. Oui, il y a aussi deux anglophones. Il y a aussi deux anglophones. Deux anglophones, et qui ne sont même pas françaises, il faut déjà le préciser. Une kenyane et une sud-africaine. Mais ça, on peut déjà penser que même quand Hollande était là, il faisait déjà des clins d'œil aux pays anglophones. Donc, c'est pour montrer que ce conseil présidentiel pour l'Afrique ne va pas que travailler pour la francophonie, ce machin, ou bien pour la France-Afrique, si vous voulez. Bon, d'aucuns pensent que ce conseil va essayer un peu de torpiller la France-Afrique. Non, je n'y crois pas, mais néanmoins, il faut saluer l'initiative, car c'est une tentative d'atténuation de la nocivité de la France-Afrique. On peut d'ores et déjà... Oui. Mais vous savez, Macron est en train de donner un coup de fourmilière. Donc, et bientôt, je crois que nos dictateurs africains ne reconnaîtront plus quelqu'un à l'Élysée. Quand ils vont débarquer, mais c'est qui lui? Mais c'est qui lui? Mais c'est qui? Ah oui, ils vont se le dire. Déjà, oui, bon, et puis, il faut souligner un fait, c'est que la majorité des gens, des hommes et des femmes qui composent ce conseil présidentiel pour l'Afrique, sont apolitiques. Macron est très habile. Il sait que s'il met un homme politique qui milite pour la politique, il pourra l'atténuer. Donc il est à la recherche de l'objectivité du mieux possible, en fait. Tu vois, c'est toujours difficile, on est toujours subjectif, mais au moins il sait que non, si je mets un homme qui milite beaucoup, qui est impliqué dans la politique de son pays, il pourra contribuer à me fournir une fiche orientée. Et ça, donc, vraiment, les profils ont été fouillés, recherchés, raison pour laquelle il ne figure pas
comment dirais-je, d'hommes ou de femmes originaires de l'Afrique centrale. Alors, si vous permettez, je trouve que là, vous allez un peu trop loin, parce qu'aujourd'hui, c'est un tort pour Macron de n'avoir pas pris des gens d'Afrique centrale, puisque vous le savez, que l'Afrique centrale nourrit la France quand même, aujourd'hui, notamment à travers le pétrole. Donc, si aujourd'hui, il va chercher des gens un peu partout, heureusement qu'il y a une franco-tchadienne qui est là plus ou moins pour représenter l'Afrique centrale. Si vous voulez parler de l'Afrique centrale, du Congo peut-être. Oui, mais une franco-tchadienne, c'est tout à fait normal dans la mesure où le Tchad est devenu incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Donc, c'était tout à fait normal pour des raisons géopolitiques, géostratégiques même, qu'il y ait au moins un représentant de ce secteur-là, Niger, Tchad ou Mali. C'est tout à fait normal parce que cette personne, si elle est imprégnée de la réalité locale, elle pourra au moins tenter d'écrire des fiches pour l'Afrique centrale, c'est que tout le monde est homme politique. Donc d'ailleurs, notre ami commun de Lyon, Jean-Noël Mabiala, moi je m'y attendais. Il s'est allé bagarrer là-bas dans la secte les Assises nationales pour répondre une lettre, et puis il fallait l'envoyer vite fait au FMI. Ça, nous y reviendrons dimanche prochain. Mais moi je m'attendais à ce qu'il figure en ce conseil. Notre ami Jean-Noël Mabiala. Pourquoi lui? Il a créé à Lyon, là où il habite, un collectif Diaspora en marche pour essayer d'accompagner Macron. Donc il fallait qu'il fût récompensé. Il n'a pas été récompensé. C'est que l'Afrique centrale est maudite, cher ami. Je ne crois pas en toutes ces notions, mais au vu de ce qui se passe et au vu de ce que nous faisons, je crois que nous pourrions conclure que l'Afrique centrale est une région maudite. Enfin, Bédiel Baouna, je trouve que vous êtes assez dur avec... Dans les sommets internationaux à l'Élysée, à Paris, depuis que Macron est là, même européens, souvenez-vous de la fameuse réunion convoquée par Angela Merkel à Berlin, où on avait parlé des présidents invités, où Sassou n'était pas là. Oui. Il n'y a plus de président d'Afrique centrale invité ici ou là. Mais posez-vous la question, les bonnes questions, mais pourquoi ne sont-ils pas invités? C'est parce qu'ils occupent les bas-fonds du classement sur la marche vers la démocratie. Ils ont fait leur temps. Ils ont 80 ans, 85 ans, 100 ans, 150 ans, 1000 ans. Non, c'est fini. Donc, on peut aussi dire que oui, Idriss Déby aussi est là depuis longtemps. Et c'est que Idriss Déby a la chance d'être le président d'un pays situé géographiquement incontournable dans la lutte contre le terrorisme. Et c'est la seule raison qui sauve Idriss Déby. Sinon, Macron aussi lui aurait tourné le dos. Donc voilà, donc posez-vous les bonnes questions. Pourquoi l'Afrique centrale est absente désormais partout? Voilà un sujet qui devrait faire, comment dirais-je, l'objet de plusieurs débats, de plusieurs rencontres, de plusieurs sommets. Donc, où est l'Afrique centrale aujourd'hui? Vous suggérez aujourd'hui aux leaders de l'Afrique centrale, notamment de se sur réunir, Paris, oui, de répondre à cette question. Enfin, vous posez des questions tous les jours maintenant. Mais c'est ça, mais on ne vous répond pas à la première question sur le dialogue. Ah, si, sur le dialogue, Bouawo nous a répondu, mais nous n'avons pas eu le temps de le lire. Nous le ferons parce que nous attendons de rassembler toutes les contributions. Nous le ferons. Vous avez répondu. Donc là aussi, vous lancez un autre débat, Bédiel Baouna. Pourquoi l'Afrique centrale, désormais, est-elle absente des grandes instances, ou bien du moins des instances qui se créent là, qui se créent ici ou là? Pourquoi l'Afrique centrale n'est-elle plus invitée? Pourquoi l'Afrique centrale, alors qu'elle dispose de toutes les richesses, le pétrole, le bois, il y a le bassin du Congo? Rien que sur la base du bassin du Congo, l'Afrique centrale aurait dû être incontournable. Mais ça n'est pas le cas. Donc c'est qu'il y a un problème, cher. Il y a un problème de gouvernance, c'est tout, point barre. Il n'y a pas... donc il n'y a plus d'élite. Vous disiez tout à l'heure au début, il n'y a plus d'élite en fait. Mais l'élite n'existe plus. Est-ce que désormais on peut lire même un intellectuel issu de l'Afrique centrale très costaud, très pertinent, à l'exception peut-être de Chil Mbembe, vous voulez dire? Enfin, oui, mais il ne vit pas au Cameroun. En Afrique du Sud. Aussi, Bédiel Baouna, Henri Diombo, ces derniers temps, nous propose quand même de bonnes lectures. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a plus de... Il a publié quoi, puisque vous le lisez tous les jours? Il a publié quoi? Et il a publié quoi? Mais citez-moi, donnez-moi le titre de sa dernière publication. C'est en parution, vous allez... Moi, je lis. Moi, s'il y a une chose dont je suis fier, c'est que j'aime lire. J'aime lire des livres. Je lis. On me reproche d'être fâché avec les auteurs congolais. Mais en catimini, je lis les auteurs congolais. Donc j'espère que vous avez lu le dernier Mundele Ngolo. Parfois, mais lui, il écrit un livre par semaine. Du coup, on est saturé. Je ne sais plus. Et le dommage, c'est qu'il écrit sur le même sujet qui revient.
la morale. Ah, là-bas, elle ne va pas faire ça. Elle ne va pas. Là, il a écrit un livre sur, c'est pas la République de l'Okuta ou c'est pas quoi là. Il ne le dit pas ouvertement. Donc, c'est pas la peine de perdre mon temps. C'est pas une façon de le trier. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai lu seulement quelques bonnes feuilles d'informations. Non, oui. même pas des bonnes feuilles. Moi, parlez-moi plutôt de Wilfried Nsondé, que j'ai rencontré vendredi à Paris. Nous avons discuté de son roman à venir. De son roman historique qui parle de l'ambassadeur du royaume au Congo à Rome en 1608, Don Antonio. Ah oui, il s'appelle Nsaku Nevunda. Ah oui, là on a parlé, on a discuté, voilà. Donc le roman paraîtra en janvier 2018 chez Actes Sud. Oui, ça c'est de la lecture. Mais pour les autres bricoleurs, chers amis, moi mon médecin me dit souvent, attention jeune homme, attention. Quand tu lis ces choses-là, ta tension monte. Oui, j'ai failli... Il y a mon voisin qui a une fois appelé les pompiers qui sont venus. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Et vous lisez quoi? Parce que je lisais un livre d'un auteur congolais. La tension a été montée. Voilà, je me suis écroulé. C'est mon médecin traitant me dit, jeune homme, fais attention à ces livres-là. À ces livres-là, il ne faut pas y aller. Tu lis une phrase, tu lis une page, 2 pages, si ce n'est pas bon, jette, me mets de côté. Ah oui, j'ai une santé fragile, cher ami. Donc, il ne faudrait pas qu'on m'encombre avec des... C'est aussi un clin d'œil à la rentrée littéraire. Donc, peut-être la continuité, la continuité, puisque dans le dernier décryptage, nous avons abordé la rentrée littéraire. Mais ça a aussi un lien avec les différents sujets que nous avons abordés sur l'élite, en fait. Le mot élite, en quelque sorte, était le fil conducteur de notre émission de ce dimanche. Où est l'élite congolaise, où est l'élite gabonaise, où est l'élite centrafricaine, où est l'élite camerounaise? Surtout la Centrafrique, n'en parlons pas. Il n'y a quasiment presque pas d'écrivains là-bas chez eux. Donc du coup, le pays est abandonné. Ils veulent tous devenir ministres. Voilà. Bon, au Congo aussi, ils veulent tous devenir ministres, mais comme la politique ne confère pas la légitimité, ils recherchent la légitimité dans l'écriture. Et quelle écriture? Mais est-ce qu'on ne devrait pas organiser en fait une rentrée littéraire spéciale Congo? Peut-être qu'on ferait là. Mais pour parler de qui? Ah non, mais moi je ne lirai pas les livres, tous les livres. Enfin, on trouvera peut-être quelqu'un pour nous les lire et puis nous faire des fiches. Oui, et pour nous faire des fiches. Pour éviter que votre tension. Non, sinon ça va atteindre des sommets. Voilà, c'est sur cette note d'humour qu'on va se quitter. Merci, Bédel Baouna. De rien, cher ami. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi Décryptage. Merci une fois de plus à Noko Kumunga Koso, à toute l'équipe, à mon habilleur, la maison Connivence, à vous tous aussi nombreux aujourd'hui qui soutenez Zana TV. Portez-vous bien, on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.